Si vous pensez que la crypto-monnaie, c'est seulement pour les geeks ou pour les escrocs, ou encore si vous vous dites qu'il est trop tard pour rentrer, eh ben, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va tout vous démystifier avec mon ami Sam, investisseur crypto depuis 2012. Je pense que si vous demandez à 10 000 personnes depuis quand ils sont investisseurs crypto, vous n'en trouverez pas un seul qui est investisseur crypto depuis 2012. Et Sam, il est expert en cybersécurité. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, les gains qu'on peut faire complètement fous, les rendements qu'on peut avoir sur des cryptos dont le cours ne varie pas, ou encore comment analyser les investissements crypto et notamment la fiscalité qui en découle. Tout ça, on va le voir ensemble. Et notamment aussi, j'ai oublié, comment on peut mixer immobilier et crypto-monnaie. Tout ça, ce sera dans l'épisode avec Sam. Mais avant de démarrer, vous le savez, je vous fais toujours une intro légendaire. Et là, eh ben, ça va dépasser toutes vos attentes parce que j'ai eu une semaine complètement dingue. Alors, la semaine, elle a commencé, même si on peut dire que les semaines commencent mercredi dernier par l'épisode avec Christelle Conseil. J'ai eu beaucoup de retours. Voilà, c'est très malheureux ce qui lui est arrivé. Merci à elle d'avoir témoigné. L'épisode, il a eu beaucoup de succès, hein. J'espère que ça vous permettra de vous protéger depuis le début. Vous pouvez remonter aussi loin que vous voulez dans les 4 ans de podcast. Moi, j'ai toujours été contre les gros travaux et même contre les immeubles, un peu à contre-courant. On va le voir comment ça a peut-être pu me jouer des tours, même si pour moi c'est des tours très très limités. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la semaine, mais en tout cas merci à Christelle. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, après celui-là vous pouvez foncer l'écouter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pour projet de signer deux biens immobiliers cette semaine. Donc c'est déjà pour la plupart des gens signer deux biens, c'est quand même une aventure, une expérience et ça va un peu être un marqueur de l'année. Et donc, il s'avère que j'avais fait un épisode de podcast, c'était un de mes premiers épisodes de podcast, c'était, je crois que ça s'appelait 3 questions pour 500 €, un truc comme ça. Et c'était où je vous expliquais tout ce qu'il y a à faire lors de la semaine d'achat d'un bien immobilier. Il y a beaucoup de choses à faire. C'était un de mes premiers épisodes de podcast, mais je pense qu'il n'a pas vieilli parce que c'était en plus dans la période où j'achetais 5 biens par an. Et là, il s'avère que j'ai racheté 5 biens là en l'espace de du mois de mai à maintenant, donc en 8 mois. Donc, j'étais parti pour signer deux biens. Je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, on a eu des petits problèmes avec les offres de prêt. Elles ont été bloquées par la Poste, notamment au Canada. Là, on avait tout. On avait 3 biens depuis un moment dans les tuyaux. Et du coup, on avait 2 biens de prévus parce que la notaire, elle m'avait dit en décembre, quand j'ai acheté un garage, si vous avez tout suivi, que elle avait 2 heures disponibles ce jour-là, le 10 janvier. Et que du coup, ça allait être compliqué pour signer 3 biens, mais que 2 biens, c'était faisable. Donc, appel de fonds, comment ça se passe? Appel de fonds durant la semaine, les fonds partent, nous, on paye les apports, donc je les ai achetés les 3 avec Michel, mon acolyte. Et projet d'acte le jeudi dans l'après-midi. Et moi, en fait, le jeudi, je devais partir en Alsace parce que je l'ai signé en Alsace. Et je dis à Michel, lui, l'avantage, il a 6 heures de moins, donc parfois c'est handicapant et puis parfois c'est bien parce que sa journée, elle était plus longue que la mienne. Je lui dis: «Écoute, moi, je vais conduire là pendant plusieurs heures, j'aurai pas le temps de lire les actes. Est-ce que tu peux les lire?» Donc lui s'en occupe. Je me lève, je passe en Alsace, je mange au resto, je me couche un peu tard, et donc j'avais prévu des visites, donc je devais signer à 10 heures les 2 biens et j'avais prévu des visites à 9 heures et 9h20 comme on dirait en Alsace et pour, voir les biens et m'assurer que tout est en ordre. Donc c'est bien sûr une très grosse recommandation que je vous invite à faire, c'est de visiter les biens juste avant et notamment la cave et le garage pour vous assurer que tout a bien été enlevé. Donc voilà, visite 9 heures, première visite, je signe à 10 heures, je suis bien, je suis frais, voilà, tout est bon. Sauf qu'en me levant, je vois Michel qui me dit: écoute, j'ai lu les 2 actes, mais en fait, il y en a un, il me fait 2-3 remarques, mais bon, pas de souci particulier. Il me dit: mais en fait, le deuxième, c'est pas le bien qu'on est censé signer et c'est pas le bien pour lequel on a eu l'appel de fonds». Donc moi, en fait, je voulais écrire un mail au notaire. Déjà, j'essaie de les appeler, mais standard fermé. Je veux leur écrire un mail, mais en fait, je suis un peu à la bourre pour aller justement aux visites.
Donc je me dis: «Bon, bah, quand je serai là-bas, voilà, je relirai l'acte qu'on n'a pas eu. Le deuxième bien qui est prévu, je le lirai sur place, comme on a toujours fait, je pense, avant les emails et tout». Donc 9h, je suis, sur le bien, je le visite, voilà, rien à signaler. Je sors du bien, je vois un appel sur ma montre et enfin, ça aurait pu être sur mon téléphone, mais moi, franchement, la montre, ça m'aide beaucoup quand je suis en visite immobilière ou quand je fais visiter parce que, ben, on voit tout de suite, on n'est pas obligé de sortir son téléphone devant les gens et tout et je réponds et en fait, il s'avère que c'est, notre banque et en fait, c'est pas mon banquier, il me dit, donc c'est un conseiller, il me dit: bah, écoutez, je suis hyper embêté, en fait, je viens d'avoir un appel du notaire, pour un appel de fonds. Visiblement, vous signez ce matin». Donc moi, je commence à comprendre un peu ce qui s'est passé, qu'en gros, il y a 3 biens qui sont prévus et le notaire, il me dit, le banquier, il me dit: «Mais en fait, il y a pas les fonds, il y a pas les fonds». Bah oui, en fait, on avait l'emprunt, sauf que les apports, on les avait pas mis sur les comptes de cette banque parce que déjà on avait, hem tout simplement, on avait déjà payé, 2 apports et donc en fait sur les comptes de notre société, voilà, il y avait, bah, il y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait pas suffisamment en tout cas pour payer l'apport. Donc il est 9h15, je suis censé signer à 10h et je dois encore voir un bien avant d'aller signer. Donc qu'est-ce qui se passe? J'appelle directement, je me fais vite fait un virement interne, d'un livret que j'avais vers, un compte courant sur une autre banque. J'appelle la banque, sur laquelle j'ai ces fonds et je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, je dois faire un virement dans l'urgence, un virement instantané, vers, l'autre banque. Est-ce que vous pouvez me le faire?» Et elle me dit: «Oui». Je dis 3 fois: «Il me faut un virement absolument instantané, un virement instantané». «Oui, oui, oui, je vous le fais, je vous le fais». Donc je me gare sur le bas-côté, je vais, sur le web banking de la société, je prends, l'IBAN, j'envoie l'IBAN via la messagerie sécurisée, de la banque sur laquelle j'ai les fonds et je, vais visiter, je lui dis: «Merci, voilà, de me dire, quand c'est fait. Je reste en ligne avec vous». Elle me dit: «C'est bon, c'est fait». Donc je me dis: «Ça y est, on est déjà pas mal». Ensuite, je vais, visiter le bien et là, quand je visitais l'autre bien, bon, de nouveau, il y avait rien de spécial. Je vais bien voir la cave également et je dois encore faire la PNO, l'assurance propriétaire non occupant. La notaire, pas tout le temps, mais très souvent le demande et de toute façon, il la faut parce que, on est responsable du, on est responsable du bien dès lors qu'on a signé et donc vaut mieux être assuré. Donc, je vais, signer, j'appelle, Kenny là que j'ai eu sur le podcast si jamais, vous voulez passer, vous avez un code de promo Bye Bye Patron, de 10%. Donc moi j'ai passé quand même pas mal de biens chez eux et la personne que j'ai de Kenny, elle me dit: «C'est bon, je m'occupe de tout». En plus Michel, il avait déjà fait une partie des démarches, donc elle me dit: «Vous aurez juste à signer, vous allez recevoir un SMS et signer». J'appelle, parce que c'était toujours pas clair le planning, donc j'appelle l'agent immobilier du troisième bien que je pensais pas devoir signer aussi sur la route et il me dit: «Bah, moi, je suis là, j'arrive, c'est à 10h qu'on signe». Moi, je savais pas exactement à quelle heure j'allais signer ce troisième bien. Il me dit: «Bah, je suis là, on est à 10 c'est à 10h qu'on signe». Les vendeurs, ils ont 80 ans et tout, ils viennent spécialement. Bref, j'arrive 9h52 chez le notaire. Je reçois le SMS pour signer, Kenny, donc je le fais vite fait. La notaire, elle me fait encore signer, vite fait des actes de procuration, je sais plus exactement ce que c'est, comme ça sur le bureau, de l'étude et je reçois un mail du banquier, je n'ai pas les fonds, 9h52. Je l'appelle et il me dit: «Bah, écoutez, c'est bon, je vous ai mis la SCI à moins 10 000, tant pis. Heu, j'espère vraiment que vous avez fait le virement». Donc voilà, j'avais le compte à moins 10 000. Donc en fait, le virement instantané de la première banque, il s'avère que je pense qu'elle s'est ratée, la banquière, qu'elle a juste fait date d'effet immédiat, mais elle a pas fait un virement, instantané, parce qu'il est arrivé que, le lundi 13. Donc heureusement que le banquier, il m'a bien dépanné. En plus, c'était pas mon banquier principal, je lui avais jamais parlé, donc il m'a vraiment bien aidé. Je lui ai envoyé, quand même en fin d'après-midi, la preuve que j'avais bien fait le virement quand j'ai vu que les fonds étaient toujours pas arrivés. Donc, je vous la fais courte, 10h, j'arrive chez le banque et je commence, on commence le rendez-vous de signature. Il y a les 2 vendeurs qui sont là, c'est des personnes, âgées. La notaire, elle voit bien qu'il y a eu un couac et
Et je lui dis, je lui dis, je lui dis, bah, franchement, voilà, les fonds, je sais pas et tout. Et donc, à un moment, j'ai bien vu que elle a dû recevoir un SMS ou un message d'un collaborateur et elle dit, donc, vous vendez à ce prix le bien, nous avons bien reçu les fonds et tout. Donc là, pour le coup, la banque dans laquelle j'ai fait l'emprunt, elle a bien géré, elle a fait un virement immédiat, il est arrivé super rapidement. Donc ensuite, on a signé 10h, 10h45, 11h30, 3 biens. Chaque fois, les clés, ne pas se tromper, les attestations de vente, etc. Franchement, 3 biens, c'est beaucoup hein, d'acheter 3 biens en même temps, en dehors de l'aspect financier et tout ça. Donc je vous raconte le reste de la journée. Je sors, il est à peu près midi 20. Je rentre chez moi, l'artisan, enfin chez ma mère plutôt, parce que j'habite pas là. Et l'artisan passe là, je lui donne les clés pour les 2 biens, pour faire les travaux. Le troisième bien, en fait, que je devais pas signer, il est déjà loué. Donc, on a fait un super bon coup, hein, 50 000 € d'achat. Les personnes l'avaient acheté, j'ai vu dans les 600 000 francs, 680 000 francs en 1997. Donc, vraiment un bon coup. Il est loué 400 € hors charge, donc ça fait plus ou moins 10% de renta sans rien faire, hein. Donc, là, j'aurais passé 10 minutes dans l'appartement et puis maintenant, bah, c'est bon, il est loué. Donc ça, c'est de sacré renta. Je donne les clés à l'artisan pour les 2 biens, 13h30. J'avais rendez-vous pour louer le garage que j'avais acheté fin décembre pour le mettre en location. 13h50, c'est bon, j'ai donné les clés, tout ça. J'ai fait signer le bail, j'ai scanné le bail. J'ai le chèque de garantie, etc. Donc là, pareil, le garage, je l'ai acheté 7 800 €, je crois, 7 750 €. Et je le loue là 70 € par mois, hors charge. Donc on est sur une renta pas mal, hein, on est à peut-être 12%. Donc je suis plutôt content. Et en plus, ça, je l'ai acheté cash. On en parlera une fois d'acheter des biens cash. Bah, c'est mon premier bien cash, même si c'était qu'un garage. Ça fait quand même, ça fait plaisir hein, d'avoir un bien comme ça sans emprunt. Et en fait, à 15h, je devais être à l'aéroport de Strasbourg pour en fait aller à Toulouse. Donc, ça a été très très speed la journée. Et ensuite, j'ai pris l'avion, je suis allé à Toulouse parce que je passais un week-end chez quelqu'un qui s'appelle Eric. Il a une maison super belle qu'il a refait lui-même. On va peut-être faire un épisode de podcast, un truc de malade. Il nous a invités. Donc, il y avait nous deux, il y avait Suzanne et Nico que j'ai reçus sur le podcast. Il y avait, euh, il y avait Joe que j'ai reçu sur le podcast, Jonathan de son vrai prénom, que j'ai reçu sur le podcast avec qui on organise l'événement à Alicante. Il y avait encore 2 autres personnes, dont un futur invité. Il y avait, enfin voilà, on était une bonne équipe, on était 9. Et franchement, on a passé un super week-end entre investisseurs. Et Eric, je l'avais rencontré quand je suis allé à Toulouse la première fois. C'était vers Pâques. Et j'avais enregistré notamment un épisode chez Julien Calamotte. Donc voilà, ça fait si vous rejoignez l'Académie des gros billets, j'ai toute une formation changer de vie grâce au podcast. En fait, voilà, j'ai passé un super week-end avec des gens exceptionnels. On était dans le jacuzzi, dehors pendant plus de 2 heures samedi soir, alors que dehors il faisait peut-être 3 degrés. C'était super. On a passé un super week-end dans un super lieu. Tout ça, je l'ai grâce au podcast, hein, toutes ces rencontres exceptionnelles que j'ai pu faire. L'événement avec Joe, pareil, grâce au podcast. Voilà, ça a vraiment changé ma vie, ce podcast, hein, de plein de points de vue. Quelqu'un que j'aurais pas vu depuis 4-5 ans, avant que j'ai le podcast, il savait déjà que j'avais des biens immobiliers. Déjà, j'en avais beaucoup moins, parce que en 2022, j'avais fait un épisode, j'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier. Plus là, cette année, de nouveau 5 biens. Et, voilà, c'était vraiment un super beau week-end. J'ai adoré. Mais vous voyez, le vendredi, j'étais rincé, hein. Franchement, les visites de 2 biens, achat de 3 biens, donner les clés à l'artisan, faire visiter mon, mon garage, faire signer le garage et puis tous les papiers, etc. À l'aéroport, j'avais encore plein de trucs à faire, notamment, j'ai un peu briefé Michel aussi sur comment ça s'était passé, parce que lui, il était réveillé à 4 heures du matin, il a commencé à voir qu'il y avait des problèmes 4 heures du matin chez lui.
Et puis, bah, du coup, on doit ouvrir des contrats d'électricité, notamment pour les travaux, des choses comme ça. Bah, en tout cas, je vous souhaite pas que ça vous arrive, mais voilà, signer un bien qui n'était pas prévu, bah, c'est une première et ce sera peut-être une dernière, hein. Hem, mais voilà, c'est ça qui fait le charme du truc. Le bien, il est déjà loué, donc bah, on commence à encaisser dès à présent. Donc pourquoi décaler alors qu'on a pu signer tout de suite? Moi, c'est à plusieurs heures de chez moi, donc j'ai pas besoin d'y retourner. Donc tout ça, vraiment, c'est génial et ben, on se retrouve maintenant de l'autre côté avec Sam, avec des annonces exceptionnelles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Est-ce que vous trouvez que la crypto, c'est risqué, pas assez risqué, rentable, trop rentable, fait pour les geeks ou accessible à tout le monde? C'est ce à quoi on va répondre ce soir nous on enregistre ce soir avec Sam. Salut Sam, comment ça va? Bonsoir Thibaut, très bien et toi? Eh ben, ça va très bien. Et donc, pour rien vous cacher, Sam et moi, on a enregistré un programme générer des revenus passifs en crypto et ne pas se faire plumer. Et bah, aujourd'hui, je vais discuter avec Sam qui est pourquoi je l'ai pas enregistré tout seul ce programme parce que moi, je suis plutôt un amateur éclairé de la crypto depuis 2017. Mais Sam, on va voir que lui, il a un tout autre passif ou actif, hein, selon le cas, selon le bilan comptable. Et on va voir un peu avec toi, bah, justement, où on en est de la crypto en ce moment, à l'heure où Donald Trump va bientôt prendre son investiture. On sait que ça a bien fait péter le marché là récemment quand il a été élu. Bah écoute, je te laisse te présenter. Donc on avait fait un épisode, c'était, je crois, mon deuxième invité sur le podcast. Et bah, écoute, je te laisse te présenter notamment ton parcours dans la crypto. Quand est-ce que tu as commencé? On va voir que tu as commencé à la préhistoire de la crypto-monnaie. Je pense que si on prend 1000 ou 10 000 personnes dans la rue, on ne trouvera pas quelqu'un qui a investi avant toi. Donc, écoute, je te laisse te présenter. Voilà, et puis quel a été ton parcours dans la crypto? Ouais, merci Thibaut. Bah écoute, c'est un plaisir de revenir dans le podcast depuis le temps. Alors moi, les cryptos, j'en ai entendu parler de manière un peu détournée à l'université où j'ai des potes, ils laissaient leur ordinateur allumé. Je comprenais pas toujours pourquoi. C'était dans la salle du groupe informatique. Hein, forcément, on payait pas l'électricité ici, donc c'était sympa, même si c'était des PC portables. Après, on verra que les malheureux ils ont perdu leur clé privée. Mais bref, je fais ma vie, hein, et étudiant, on pense pas forcément à investir, plutôt à dépenser intelligemment l'argent pour payer les coûts et faire les sorties. Et par la suite, voilà, je fais un stage, les premiers salaires, on va sur Amazon, on regarde des plaisirs, allez, tiens, commander ci, ça, des gadgets. Et par la suite, je me dis, putain, ça caille un peu. Euh, comment me chauffer en fait? Tu peux mettre ton chauffage, mais Hmm. moi j'aime bien, voilà, utiliser l'ordinateur en permanence pour voilà télécharger ou jouer, etc. Et une carte graphique, ça chauffe vite, hein, donc ou si vous avez une console de jeu, que sais-je, hein, vous savez, ça fait du bruit et si vous êtes dans une petite pièce ou un appartement ou le PC portable sur les genoux, ça peut cramer. Et je me dis, bah, c'est sympa de chauffer le salon ou quoi avec une machine. La plupart des gens qui utilisaient des machines pour chauffer ou faire travailler les cartes graphiques, c'était soit pour craquer des mots de passe, parce qu'elles sont très efficientes à ce niveau-là, ou alors participer à des recherches pour aider des groupes pharmaceutiques à identifier certaines cellules donc pour la science, ou même la NASA pour faire des recherches spatiales. Et peu de temps avant, j'avais vu un documentaire de Cache Investigation sur voilà le Ça côté existait un peu déjà. mal, ouais, Ok. du terrorisme, etc. Et j'avais déjà entendu parler de Silk Road. Donc c'était un peu le l'eBay Du Darknet. du Darknet, voilà. Donc d'utiliser Tor, donc ce réseau maillé décentralisé qui permet à quiconque de surfer de manière
anonyme, on Anonyme. pourrait dire, hein, ouais. Et qu'est-ce qui est utilisé comme moyen de paiement? Je vous donne en mille, le Bitcoin. Et à ce moment-là, donc, il montrait des transactions, etc., pour acheter, vendre. Je me dis, mais c'est marrant, j'ai des amis à l'université qui m'en avaient parlé. Et puis, ils faisaient un podcast aussi sur la sécurité informatique à l'époque, et j'en entendais aussi parler. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je vais aller voir ce que c'est. Donc, je vais sur la première plateforme française à l'époque, Paymium, hein. Donc, c'est avec un volume beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir sur Kraken, Binance et consorts, hein, parce que c'est vraiment limité au marché français. Et je vois, voilà, 500 euros, 600 euros le Bitcoin. Je me dis, ok, Donc là, on est quand? On est en quelle année là? là, c'est en fin 2012. Voilà, Ouais, c'est ça, il y a fin 12 ans. 2012. Et Décembre, ouais. bah juste, je te coupe rapidement parce que nous, en Ouais, fait, on se connaît dans la vraie vie. Autant il y a des invités du podcast que que je connais juste pour l'épisode. Nous, ça fait plus que 20 ans qu'on se connaît. Et c'est vrai que toi, tu étais toujours celui qui puçait les Xbox. Voilà, tu étais toujours un peu là-dedans. Et puis, tu as étudié. Et maintenant, même ton métier, tu travailles dans la cyber sécurité, la sécurité informatique. Donc voilà, tes potes de promo, c'était pas le président du BDE d'une école de commerce qui a réussi à avoir le plus de fûts. Ok, donc 2012, Bitcoin 500 euros pour rappel, hein, il a passé les 100 000 euros il y a peu de temps. Donc, ouais. donc voilà. Et à Ouais, peu près nos revenus, ils ont aussi été multipliés par autant quasiment depuis depuis lors. Euh, ok, donc 500 euros le Bitcoin. ouais, et c'était au final aussi un rallye en fait. C'était aussi un rallye en décembre. Il est passé de 500 à 1000. Et Ok. moi, en fait, pendant une longue période, parce que en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé en fait les investissements avec le Bitcoin. Parce que avant, voilà, j'achetais peut-être deux, trois bricoles pour les revendre, mais j'avais pas de compte en bourse, rien du tout. Donc, j'ai Ah oui, vraiment on avait même commencé pas avec 25 les ans, les hein, les les, les 2012. cryptos. Ouais, et c'est ça qui m'intéressait parce que je me suis dit, bah voilà, il y a pas de KYC, etc. Tu peux acheter, mais j'avais toujours un peu la peur de me dire, voilà, c'est des gains virtuels, ça va être très compliqué de pouvoir Les les retirer. sortir. Donc, ouais, voilà, je veux pas trop mettre. Surtout qu'à l'époque, j'avais acheté au début quelques miettes de Bitcoin avec le Liden, qui est la monnaie en fait du jeu Second Life. C'est un des Ok. premiers jeux massivement en ligne, et c'était une crypto un peu avant l'heure qui permettait de transférer sur un exchange pour acheter des Bitcoins. Et pour la petite anecdote, j'avais même réussi à me faire rembourser en fait cette transaction avec PayPal, parce que je me suis dit, ah, putain, ça m'embête de dépenser 50, 100 euros. Ça se trouve, ça va être De l'arnaque. ouais, de l'arnaque ou quoi. Et je faisais pas confiance. J'avais envoyé un message au support de PayPal et il m'avait remboursé cette transaction. Donc, Ah bah ça, voilà. c'était gratuit à l'époque. Et Ouais. t'aurais pu Donc, avoir ouais, un dixième de Bitcoin avec 50 euros. ouais, c'est Donc ça. Ouais. l'équivalent de 10 000 euros remboursés par PayPal, quoi. Ça c'était ouais. Et puis après, je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais fait un peu fait des expériences, donc je les avais cramés. Mais je m'étais dit, ah ouais, c'est marrant. Mais déjà, il y avait des altcoins, hein. Donc il y avait le Litecoin, qui est un peu son alter ego, qui peut être miné et donc validé avec un autre algorithme. Et celui-ci avait vraiment le vent en poupe. Donc des Américains, comme ils font toujours tout en plus grand, ils achetaient des centaines de cartes graphiques en fait pour générer et donc miner des Des jetons de Litecoin. token de Litecoin. Ouais. Et moi, j'ai fait ça un peu à petite échelle et sur des comment on appelle, hein, les shitcoins, hein, les projets sans vraiment De fondement derrière. valeur ajoutée. Ouais, voilà. Hmm.
Je faisais ça un peu à gauche, à droite, et j'avais une carte, une deuxième carte. J'allais les chercher en plus, c'était quoi, matériel.net, hein, donc j'étais en Bretagne, j'allais à la boutique, Mm. ils disaient, ah, tu vas bien t'amuser et tout, avec cette carte À graphique. Je jouer? pense qu'on dire, mais non, non, Ouais. je vais pas du tout jouer avec ça, Yes. ça m'intéresse pas du tout. Il y avait quoi? Il y avait GTA 5 qui venait de sortir, donc, non, enfin, même pas, j'étais pas du tout intéressé par ça. Je me suis dit, bah, moi, c'est cool, ça me chauffe, ok, la factorisée monte, mais, à la fin, je mets pas mal de coins de côté, et puis je commençais à acheter un peu de Bitcoin par-ci par-là. Le truc, il passe $1000 et début de l'année, je crois 2013, hein, si je me trompe pas, bah il retombe à 100. Ok. Donc là, tu as connu ton premier cycle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, je reste toujours un peu dedans et j'ai j'avais acheté un des tout premiers ASIC, donc une machine avec des puces Dédié en qui étaient fait dédiées, ouais, pour miner. pour Ouais. générer de la crypto. Et Ouais, donc j'étais dans. t'arrives à te dire combien tu payais à l'époque, qu'est-ce que tu arrives à générer? Ah ouais, ouais, j'avais généré, je crois, 2, 3 bitcoins et là, c'était encore un Donc peu deux sur trois le. bitcoins. Donc quand Ouais, c'était à pour la 100, machine qui devait aujourd'hui coûter ça ferait 300 000 500. dollars. Ouais, ouais, c'est ça, c'est dingue. Malheureusement, j'ai pas tout gardé, mais c'est ce qui est fou en fait, c'est j'ai même réussi à le vendre. Je pensais pas réussir parce qu'après je suis parti de la France. Je me suis dit, bah je vais pas garder ça, je vais pas laisser ça chez mes parents. Et ouais, c'était marrant quoi parce que le truc tourne un peu tout seul. Il y a une communauté qui est vraiment bienveillante. Quand j'étais arrivé sur j'ai envie de dire le début en France où là voilà on se dit un peu les configs pour optimiser les cartes, avec qui sur quel serveur aller miner. Et c'était bien en fait. J'ai un peu laissé ça. Au meilleur moment au final, un peu avant le début d'Ethereum, où là, ça aurait été vraiment un jackpot de miner. Parce que toi, Donc, t'avais quelqu'un non, dans ton groupe qui a commencé à miner des Ethers ouais, de façon un 2014, peu, ouais. ouais, de façon plusieurs dizaines Industriel, hein. d'Ethers ouais, Ouais. par jour. Ouais, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est, il faisait un stage, je sais pas, en alternance ou quoi, et toutes les semaines, il montait une machine et il l'envoyait en Roumanie, je crois. Et il avait un data center avec d'autres associés et il avait donc plein de mineurs de Bitcoin et il envoyait à chaque fois les machines d'Ether. Et Ça va. en fait, lui, en 2019, lui, il a liquidé tout son parc de mineurs et ouais, il a un portefeuille d'Ether à quatre chiffres, quelque chose comme ça. Donc, 4 chiffres lui, il est d'Ether, hein, bien. pas 4 Ouais, c'est chiffres ça. d'euros, Ouais, quoi. non, Donc non, non, fois exactement. 1000, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, fois Lui, 3000 plutôt. il donnait sur Reddit des pourboires à 2000 Ethers. Ouais, en 2014-2015, quand les gens donnaient des conseils fiscaux avec des marches à suivre pour Ok, déclarer des plus-values, ce genre de choses. Ouais, lui, ok. ça a très bien marché. Et puis, c'est là qu'on voit vraiment le côté vision long terme. Moi, j'étais presque un peu fébrile de me dire que, T'es voilà, presque arrivé trop à tôt. quoi ça me fait. Ouais, trop tôt. Bah après le problème c'est j'écoute à chaque fois les histoires avec grande passion hein, quand on entend Eric Larchevêque de Ledger, donc la licorne française, entreprise valorée à plus un milliard de dollars pour les intimes, euh, qui a développé en fait un portefeuille numérique pour stocker les cryptoactifs. Donc c'est euh, le matériel utilisé par plus de 70% des utilisateurs de crypto, hein, c'est vraiment Hmm. les leaders. Et ils avaient une vision, j'entendais bien les arguments, j'avais même acheté des livres, mais j'avais toujours un peu presque, je sais pas, la peur, en fait, le fait que je ne fasse pas confiance dans un État qui peuvent, je sais pas, bah, verrouiller les comptes, etc. Ce Hmm. qui est, au final, ce qui arrive un peu maintenant, on est un peu plus muselé d'une certaine manière, mais on voit quand même que l'utilisation des cryptos reste résiliente et que ça résout beaucoup de problèmes hein, dans des pays où il y a une inflation qui est très importante.
Je pense par exemple au Venezuela ou en Argentine, préfèrent être payés en dollars américains, voire même en crypto. Et puis après, il n'y a pas de problème pour transférer de l'argent à la famille ou Hmm. se payer entre eux. Ça, c'est pas vraiment le genre d'application que j'avais là. Moi, je me rappelle, j'avais vendu une carte graphique à un moment pour un 0,1 Bitcoin et c'était, je crois, en 2017. Et après, je sais pas, j'avais gardé pendant quelques temps ce Hmm. 0,1 Bitcoin. La personne qui a vendu, bah, il Hmm. devait se dire, bah mince, maintenant, Parce qu'il ça, était monté quand ça vaut même aux quoi alentours de 2000? 20 000 dollars en Ouais, 2017. exactement. C'est là où je suis rentré, Ouais. moi. Ouais. Ok, moi, c'était là, j'avais mis 5 000 dollars, 5 000 euros, c'était devenu 30 000 euros. Donc déjà, c'était assez fou. C'était mon premier bull run. Et tu m'avais déjà donné à l'époque quelques conseils. Je crois que c'était sur le ADA, notamment, qui avait super bien décollé. Ok. Ben, ce qu'on peut retenir, c'est que pour les investisseurs immobiliers, on peut chauffer des logements avec des cartes graphiques. Je pense encore maintenant, tu dirais pas sur les bitcoins, mais il y a des cryptos qu'on pourrait miner pour chauffer. Tu penses? Oui, mais même le Bitcoin. Après, ce qu'il faudrait voir, en fait, c'est quelle est la configuration de l'appartement? Il y a des chaudières qui marchent justement avec des mineurs de Bitcoin. Donc l'eau va passer à côté des puces qui dégagent de la chaleur avec un système de caloduc radiateur vont venir chauffer cette eau. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Il y a même une société française qui s'est développée là-dedans. Donc pour dire. Sinon, c'est donc dans les centres de données, les data centers qui sont peut-être près de d'OVH à Lille, ils utilisent cette chaleur dégagée pour chauffer des logements à proximité. Donc, non, je pense que c'est rien de nouveau, ça, c'est juste optimisé. Et puis pour ceux vraiment qui croient au futur des cryptos, c'est un moyen de faire des frais de manière Bah, c'est ça, intelligente parce ça te fait que passer des charges. Alors, faut pas abuser, mais tu pourrais exactement. très bien doubler ta facture d'électricité et passer en charge, hein, en impôt. Et puis après, bah, les gains, ils partent sur ton compte crypto. Et après, advienne Ouais, que pourra. On parlera de la ouais, c'est ce fiscalité un petit peu plus tard. c'est ce que les personnes qui avaient acheté justement mes mineurs de crypto faisaient. Hein. Je veux dire, un garagiste, ouais, il fait froid Hmm. dans son garage. Voilà, il utilise un souffleur qui est juste une résistance chauffante et qui chauffe. Ou alors est-ce qu'il laisse tourner une machine qui consomme 1000 watts en permanence? Enfin, je veux dire, après, faut voir quel est le premium qu'on dépense pour acheter Hmm. ce mineur, mais je veux dire, l'un dans l'autre, c'est pas bête, hein. Yes. Ouais, ça parce que là on en parle pour les appartements, mais ça peut être pour des business à plus grande échelle où tu as besoin de te chauffer tout simplement, même si tu as un Mhm. resto ou même si tu as des trucs comme ça. Ok, donc toi, bah du coup, tu as été depuis longtemps dans le monde de la crypto. Tu peux nous dire un petit peu, tu peux nous donner peut-être. On a parlé de la personne que tu connais, donc qui donnait des 2000 Ethers, donc équivalent 60 000 euros d'aujourd'hui en crypto à à des gens qui donnaient des conseils. Peut-être tu peux nous dire, toi, les bons coups que tu as fait en crypto. Ouais. Bah, alors, le bon coup que j'ai fait, c'est d'être allé sur la blockchain Ethereum au moment où voilà, ça a connu un peu le pic des ICO, donc le fait d'introduire à la vente des projets. Donc il y avait une Comme on certaine peut le faire levée avec de fonds, les ouais. sociétés, c'est des Mhm. IPO, on dit souvent, Initial Mhm. Public Offer, et là c'était Initial Coin ou C'est ça, Centralized ouais. Coin, ouais. Offer. Donc en gros, c'est comme si une société elle venait se coter sur un marché réglementé. Bah là, en fait, c'est quand il y a des projets crypto qui sont sortis, c'était des ICO et donc on pouvait participer tôt, comme si on avait investi dans Facebook ou dans Uber avant qu'ils deviennent cotés. Donc là, c'est ce que tu as pu faire. Ouais. Et là, celle qui m'a le plus gratifié de résultats, c'est Chainlink. Là, j'avais mis des euros dans le trébuchant et ça me plaisait parce que j'avais pas besoin de mettre en fait des cryptos. Voilà, j'avais déjà payé des frais. En plus, il y a les frais de transaction à rajouter pour les acheter.
Alors que Chainlink à l'époque, il n'y avait pas encore tous les problèmes, les enjeux des réglementations imposées par les Américains, parce que pour la petite anecdote, j'avais aussi investi sur Tezos, donc c'est aussi une blockchain qui a été développée par des Français. Et la plupart des projets français, ça marche pas très bien, mais il y avait eu tout un souci. Ils ont dû rembourser en fait tous les investisseurs. Et j'avais payé en Bitcoin à l'époque. Bon, c'était Pour quoi? Peut-être Tezos, ouais, ouais, c'est ça, 100 ou 200 euros. Mais c'était zéro de Bitcoin. Et puis bon, après, quand le Bitcoin est passé à 20 000, quand on voit la somme en Bitcoin, on se dit, ben, c'est dommage. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un peu le côté peut-être difficile à digérer quand on paye en crypto c'est ça. pour ces projets. Mais quand c'est investir en euros, bah voilà, on se dit, s'il y a l'inflation, de l'autre côté, bon, en Bitcoin, on sait que il est limité. Là, peut-être c'était plus intelligent de le garder, mais bon, on est plus intelligent, comme tu le dis, après coup. Mm. Il y avait d'autres projets. Après, il y a des projets qui se sont fait hack ou d'autres qui n'ont pas eu le rendement espéré, ou alors pendant un certain laps de temps. Donc, j'aurais dit Chainlink, Gnosis, Ada, sur le coup, voilà, où le projet s'est lancé. On savait pas encore que ça allait être un peu un vaporware dans le sens où il promet beaucoup, mais il ne délivre rien. J'avais d'autres Et le projets. Chainlink, comment c'est Oui. passé? T'as mis combien? T'en as sorti En fait, combien? T'as vendu j'avais, quand? ouais, j'avais mis 1000 ou 1500 euros. J'avais Euros? repris ma mise un, un- quelques mois après. Et par la suite, j'avais revendu encore pour pas grand-chose donc les deux tiers. Et le tiers restant, ça m'a fait presque 200 à 300 000 dollars de plus-value. Donc là, Ok. c'était fantastique, quoi. Ah bah ouais. Fois 1000 sur le projet. La plupart des personnes dans mon cercle de crypto n'y croyaient pas. Ils disaient, ouais, voilà, c'est un scam, etc. Parce que bon, au final, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un peu le pont entre les actifs et les données qui sont réelles et off-chain, donc hors de la blockchain, et il les connecte avec les données présentes sur la blockchain. Donc, dès que par exemple on veut faire, je sais pas, admettons un contrat d'assurance sur la blockchain, on a besoin d'avoir des données. Par exemple, la météo, les températures et d'autres valeurs du monde réel. Là, justement, ils ont tout un écosystème qui vient récupérer ces données. On paye avec le token, donc le link. Donc, c'est vraiment un utility token. On utilise ce token pour valider et payer donc des valeurs qu'on leur cherche à récupérer. Donc je me suis dit, il y avait des fondamentaux là. Il y avait le fait que ils travaillent aussi avec des banques. Je me suis dit, bah voilà, c'est un peu le gros challenge, le motto un peu des cryptos, soyez votre propre banque. Et donc si Mm. on veut être notre propre banque, il faut aussi récupérer des euros, faire venir des euros on-chain, etc. Je me suis dit que là, il y a un intérêt, je veux dire, d'avoir justement une blockchain qui travaille avec les banques. Et je me suis dit que cette narrative était très porteuse. Et à ce moment-là, j'étais prêt à payer cette somme-là pour un ticket un peu Mm. de, comme on dit, moonshot ou quoi. Les venture capitalistes sont prêts à prendre. Alors, à moins de Ouais. mesure, hein, parce que bon, Ouais. voilà, j'ai gagné 2000 € par mois à ce moment-là. Donc, avec mon travail de salarié, j'allais Mm. pas faire all-in, 10 000 non comme on plus. dit au Et puis casino, voilà. ouais. Et puis c'est ce qu'on dit toujours, hein, on sort les meilleurs investissements, on en sort quand même toujours trop tôt. Mais ça sert à rien de regarder la courbe vers le Ah oui, haut. bien sûr. Je Parce que pense, là, ce qui était intéressant, c'était comprendre, voilà, j'ai eu de la chance et j'ai reproduit un peu le même schéma sur d'autres projets. Ça s'est pas forcément fait, ou alors pas avec les mêmes montants. Le problème, c'était que les autres projets, j'avais investi des Ethers et plus tard. Un des tout premiers projets qui était aussi fou, c'était BAT, donc le Basic Attention Token, ou Brave, pardon. Donc c'est du navigateur éponyme Brave. Et là, pareil, c'était un ami qui avait réussi à nous faire joindre l'ICO, et en quelques instants, on avait fait, je crois, x7 sur notre mise. C'était pas croyable parce que Mm.
il y avait eu tellement de demandes et c'était limité en nombre d'inscriptions. C'était uniquement par smart contract, donc il fallait utiliser les pages Etherscan et valider à la main C'était un peu technique, quoi. les formulaires. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas là, on clique sur Binance et au final, Binance, ce que je vois en final, je me dis, c'est juste liquidity exit, hein, donc la possibilité pour tous les investisseurs initiaux de sortir du projet avec des plus-values, Mm. hein. Un peu la même chose, tu me diras si je me trompe, lorsqu'il y a des introductions en bourse et notamment avec les SPAC, hein, donc ça permet Ah, aux fondateurs de sortir sur les petits porteurs mm. et donc voilà, là c'était pas, je sais pas si je dirais que c'était vraiment le cas parce que dans tous les cas, il y a un certain nombre de tokens qui sont alloués aux fondateurs, donc forcément ils vont se rémunérer à un instant, mais au début c'était vraiment Mm. l'euphorie, donc là c'était une période facile entre guillemets. Yes. Bah souvent dans la bourse et maintenant c'est aussi le cas dans les cryptos, c'est que tu peux pas sortir comme tu veux. Il y a des fonds, pour faire simple, sont bloqués pendant des Mhm. certaines périodes. C'est un peu le même système qu'on a avec, enfin c'est pas exactement le même système, mais avec toutes les défiscalisations dans l'immobilier, les gens ils sortent au bout de 9 ans, 12 ans, 15 ans, mais bon après tout le monde sort aussi un petit peu en même temps, donc tu as un peu les mêmes problèmes de bah, les gros, ils peuvent sortir d'un coup et ça peut, à ce moment-là, même si on te dit, bah, pendant 2 ans, tu peux pas vendre, bah, en fait, si au bout de 2 ans pile tu vends, et ben, ça va quand même faire baisser le cours. Mais, ouais, même moi, j'ai été sur des projets, je suis sur certains, où là, ça fait 2, 3 ans que j'ai été dessus et je vais pouvoir enfin sortir des projets crypto également. Ce que je te propose, c'est que peut-être on voit à quoi ça les deux aspects un peu de la crypto qui sont aujourd'hui, c'est les usages qu'on peut en avoir à la fois en termes peut-être de vrais usages et après dans ces investissements, comment on peut investir dans la crypto. Donc, parce que c'est une question que tout le monde se pose un peu, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent? Donc nous, dans la formation, on vous montre tout ce que c'est, comment ça fonctionne un peu la blockchain, les avantages que ça a, qui sont très importants, hein. Enfin, le principal avantage, c'est qu'on peut tout suivre, tout tracer, qu'elle est immuable. Mais voilà, est-ce qu'il y a des usages aujourd'hui avérés de la crypto qu'on peut voir? Ouais. Ouais, le premier, la spéculation. Ouais, C'est comme le Nasdaq, la ouais, bourse technologique américaine, mais 24 heures sur 24. Hein, donc, ouais. pour ceux qui peuvent pas s'arrêter de trader, c'est très bien ou très mauvais. Non, blague à part, le transfert de, de De, devises, enfin ouais, de monnaie, je veux dire entre guillemets. Là, on passe pas par une banque, c'est 24 heures sur 24. Il y a la souveraineté, on dispose. Donc, comme vous le verrez dans la formation de nos clés privées, donc on est responsable. Si on les perd, on perd tout. On peut transférer l'argent, enfin l'argent des actifs numériques à, à qui on veut, sans Hmm, demander la validation de la banque. Donc là, on en parlait avant off, mais c'est aussi un peu une manière d'affirmer en fait son côté peut-être libertarien ou de se dédouaner un peu davantage de tout ce qui est principe des gouvernements. Bah voilà, si maintenant je veux payer plus de 1 000 € en cash, tout de suite, c'est pas possible. Je me retrouve dans hmm. l'illégalité ou que sais-je en France. Je veux dire, à un moment, faut peser le pour et le C'est- contre. Est-ce que je suis plus dangereux que quelqu'un d'autre parce que hmm, j'ai 1 000 € en cash? Je sais pas. Mais hmm. bon, ça je Je laisserai pense que c'est le chacun principal juge. usage Mais c'est qu'on peut en voir en ce moment, c'est que, en gros, bah, après, c'est chacun a sa, je pense dans la vie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect s'enrichir, enfin, en tout cas, c'est ma vision. Il y a l'aspect s'enrichir et il y a la vision une fois que tu as à peu près tout ce que tu veux. Alors, bon, voilà, j'ai pas de Bugatti, vu que je suis alsacien, il me faudrait une voiture alsacienne, donc genre une Bugatti. J'en ai pas dans mon garage, mais après une fois que je pense qu'on est en place, voilà, qu'on est plutôt satisfait de sa condition matérielle, le principal enjeu, en tout cas selon moi,
c'est de pas, c'est de survivre quoi. Enfin, donc pour survivre, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, moi j'ai plusieurs passeports. Bon bah c'est comme ça. Donc ça, tu te dis que ça peut aider. Un autre aspect, venez pas chez moi, il y en a pas tant que ça, mais j'ai toujours comme un peu de liquide parce que bah on sait jamais si un jour le réseau et moi ça m'est déjà arrivé dans un pays que tout le réseau bancaire saute. Bah voilà, j'ai toujours comme ça du liquide sur moi. Et après, bah il y a un autre aspect, c'est la crypto. Alors je dis pas qu'il faut faire all-in sur la crypto. Chacun va mettre le curseur où il veut, mais c'est peut-être pas idiot de se dire bon bah voilà, si j'ai un patrimoine, je sais pas, de 300 000 euros net, 200 000 ou peut-être 1 million, avoir 5 10 000 euros, rien 5 10 000 euros, tu dis bon bah ok, si tout commence à péter, peut-être que c'est ces 5 10 000 euros qui vont me après, chacun son avis, mais qui vont me payer mon billet d'avion, mon bateau, ma bouffe, voilà. Ou si je suis au bout du monde et que toutes mes cartes ont pété, voilà, c'est un peu la solution de survie, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Il y a aussi l'aspect, on en parle de plus en plus. Il y a une belle loi qui s'appelle la loi Sapin 2. Vous pouvez vous renseigner un peu dessus. Alors, c'est un peu complotiste peut-être, mais est-ce que ça vaut le coup de donner 100% de sa sécurité future à l'État français si on est français? C'est pas sûr et certain. Donc, on peut diversifier les comptes bancaires. Et donc, la loi Sapin 2, c'est en gros, elle prévoit que l'État pourrait globalement se servir sur vos comptes épargne. Et parfois, quand on entend certains discours, on se dit, ouais, c'est pas, je veux dire, il y a un monde dans lequel c'est possible, quoi. C'est pas je dis pas que la probabilité, elle est super à 50%. Mais bon, voilà, qui aujourd'hui mettrait à sa main à couper que l'État va jamais bloquer les assurances vie, va jamais vous bloquer vos fonds sur le livret A en disant ah bah pour l'instant tu peux pas retirer parce que on est à trop endetté, trop en déficit. Donc voilà, c'est enfin selon moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois la crypto, ça permet de s'affranchir de certaines règles sans pour autant vivre Mm. comme un marginal. Mais voilà, si déjà tu trouves que dans ta vie t'es plutôt bien, peut-être avoir deux trois sécurités, ça peut être, c'est comme avoir des bouteilles d'eau chez soi en cas de Mm. tremblement de terre ou d'inondation. Donc ouais. En tout cas, c'est un aspect que je vois de la crypto. Et après, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut en fait être, enfin, et après ça, c'est avec les bons et les mauvais côtés. Faut dire maintenant, l'État, il vous garantit en théorie jusqu'à 100 000 euros en cas de faillite, par exemple, d'une banque. Bon, on le sait que c'est pas fundé, je sais pas comment on dit, que c'est pas Ouais, provisionné de ouais, cette voilà. manière forcément, mais vous avez quand même une petite garantie. Si demain vous faites piquer votre carte bancaire, ben ou que quelqu'un l'usurpe, eh ben vous pouvez vous faire rembourser, etc. Dans le monde de la crypto, tout ça, ça n'existe pas, hein. Si vous perdez vraiment. À l'inverse, si vous gagnez, bah souvent vous gagnez vraiment. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est notamment sur les comptes, c'est une bonne partie de la formation. On parle de ça. Il n'y a pas que l'aspect, parce qu'on se dit toujours le Bitcoin, ça monte, ça baisse. Donc nous, on n'est pas devin et personne ne l'est, hein. Enfin, faut pas oublier que là, les cryptos ont beaucoup monté parce que il y a eu l'élection de Donald Trump. On a vu courant 2024 que c'était pas quelque chose de sûr et certain, hein, son élection. Mm. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer des rendements. On dit souvent, ouais, la banque, elle prête à temps, elle prête à 5, à 4, et puis elle nous propose 2% brut. On peut aussi jouer le rôle de banque. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Combien, quand on place de l'argent sur notamment des stablecoins, donc dont le cours ne varie pas, combien on peut avoir aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut faire des trucs un peu plus complexes? Peut-être tu peux nous expliquer notamment tout ce qui est prêt lombard, par rapport à ces Ouais. cryptos. Qu'est-ce qu'on peut faire donc dans tout ce monde notamment de la finance qu'on dit décentralisée? Alors, décentralisé par opposition à toutes les plateformes dites centralisées telles que Binance, pour pas les citer, hein, plateforme leader d'achat et de revente de crypto. Ici, ce qu'on Je fais propose juste de faire, une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment, si demain tu veux acheter de la crypto, ouais, très souvent, tu passes par ça s'appelle des exchanges. Donc, les plus connus, c'est Kraken, Binance, Coinbase. Et donc, en fait, tu vas transférer de l'argent ben, via virement ou même par carte bleue. Tu peux. Donc, tu achètes tes cryptos comme ça. Et soit tu peux les laisser sur les exchanges. Donc, tu peux comme ça échanger, acheter, vendre des crypto-monnaies.
mais c'est comme un peu, on va dire, une banque. Mais le problème, c'est que si ça crache, tu perds tout. Et aussi, si tu veux placer ton argent dessus, eh ben, ces plateformes, elles ont des frais qui sont plus importants et bah voilà, elles dictent un peu leurs règles du jeu. Alors que une fois que tu as l'argent là-dessus, enfin tes cryptos, tu peux très facilement les sortir de la plateforme. Et donc là, il peut, en théorie, enfin, on va pas vous faire tout un cours là-dessus, mais en gros là, aucune faillite de rien ne frappe que vous perdrez cet argent tant que voilà vous avez vos mots de passe bien en sécurité et pas sur votre ordinateur. Et ben en fait il pourra rien leur arriver et donc là on peut placer l'argent sur le monde magnifique de la finance décentralisée et être sa propre banque. Donc vas-y je te laisse continuer donc sur la DeFi. Exact. Merci Thibaut. Et donc, ces différentes protocoles, plateformes qui sont exécutés sur différentes blockchains vous permettent en fait de prêter et d'emprunter des cryptos avec d'autres utilisateurs de ces plateformes. Et actuellement, pour des stablecoins, donc des projets crypto dont un token unitaire se rapproche à un dollar, que ce soit donc pour le l'USDC. Donc il y a autant de dollars américains sur un compte en banque que de tokens USDC. présents sur les blockchains USDC. Merci Thibaut. On est à peu près à l'ordre de 10-13%. Donc, Donc bien davantage que le livret A, par exemple. voilà. Et ce qui est intéressant après de faire, c'est si vous êtes, par exemple, on en parlait avant des différentes utilisations de la blockchain, notamment une que je trouve très intéressante. Donc, c'est la tokenisation des actifs. Donc, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est utiliser en fait la blockchain pour émettre en fait des parts d'un actif dans le monde réel. Et là, dans le cadre en fait de ce podcast, c'est intéressant de faire le parallèle avec Realty. C'est une plateforme crypto qui permet en fait d'acheter des parts de maisons, principalement à Detroit aux États-Unis. Et par exemple, pour une maison qui vaut, je prends un exemple, hein, 100 000 dollars, il y aura peut-être 100 000 tokens, on 2000, pourrait dire. ouais, Voilà. 100 000 tokens, ouais, un euro le token, ouais, c'est plus, ouais. Et donc, si vous avez par exemple 10 000 dollars de tokens, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 000 dollars. Et ça, sans passer devant le notaire, juste en fait en signant des transactions avec votre porte-monnaie numérique. Et c'est ça justement toute la beauté de la blockchain. C'est vraiment Donc, admettons, vas-y, j'essaie de résumer. Donc, moi, ouais, admettons, j'ai 10 000 dollars. ouais, Voilà, on me propose d'acheter donc plus ou moins 10% de la maison. On va dire, on a une maison à super, 100 ouais. 000. Voilà, un Donc, exemple, ouais. Mhm. je mets les 10 000 dollars. Et là, du coup, je pourrais quand même récupérer encore 5 000 dollars. Ça, Je pourrais emprunter 5 000 dollars en mettant en fait en garantie les 10% de tout la à fait. maison. Ouais. Sauf qu'on passe pas par des banques, on signe rien, on n'est pas du tout engagé personnellement sur cet emprunt. On est engagé en fait que via l'actif sous-jacent. Il y a personne, si on rembourse pas les 5 000 dollars, il y a personne qui va venir toquer à notre porte et nous vendre notre voiture. Je veux dire, ils vont par contre Non, non, c'est éventuellement, exactement juste sur ouais, l'actif c'est sous-jacent, l'actif comme tu as qui, dit, la maison. Ouais, ouais. Donc si tu rembourses pas passer une date due, par exemple, ou si la maison, pour une raison ou une autre, commence à perdre sa valeur jusqu'à 5 000 dollars, hein, par exemple, elle s'approche dangereusement de de ce seuil, tu pourrais avoir justement ta position liquidée et donc te voir être obligé en fait de vendre automatiquement. Donc c'est la plateforme qui au final possède tes jetons, qui joue le rôle de tiers de confiance, qui va en fait récupérer ces tokens, les revendre et
rembourser en fait ta dette. Yes. Et ça, c'est ce qu'on aimerait tous faire dans l'immobilier, c'est que c'est un peu du refinancement hypothécaire. C'est que si tu as acheté un bien à 200 000 euros, que tu as remboursé la moitié, eh ben nous, à l'heure actuelle, si on voulait les 100 000 euros qu'on a remboursés, eh ben en fait, on est obligé de vendre le bien. Alors que Mhm. dans le monde de la crypto, eh ben, on pourrait avoir comme ça 100 000 euros qu'on nous donnerait, d'autant plus que ça se trouve, la maison, elle a pris de la valeur entre-temps. Donc peut-être que la maison que tu as achetée de 200 000, elle vaut 300. Donc en fait, tu aurais déjà 200 auquel tu aurais le droit, entre guillemets, si tu vendais, tu récupérerais 200 et que tu pourrais placer. Enfin, on voit bien un peu, on pourrait faire des trucs, tu peux faire Ouais, il des y a trucs d'autres en montages, cascade. hein. Et après, avec ces 200, tu pourrais encore les remettre en garantie et tout ça. Enfin, on peut vraiment faire Bien sûr, faire des des boucles, choses. comme on appelle, Ouais, quand on est adepte et qu'on utilise beaucoup ouais. ces plateformes-là, parce que on peut même après utiliser des actifs plus risqués, hein. On détaille ce genre d'opération Mm. dans la formation également. C'est ça. Donc ça, tu peux le faire sur des maisons, mais tu pourrais très bien le faire sur des bitcoins, mettre des bitcoins en garantie, Exactement. emprunter de Et là, c'est l'argent. intéressant, hein. Si tu pars du principe que c'est un actif qui va continuer de s'apprécier, alors après, à toi de mettre le curseur où tu veux pour emprunter une somme qui est cohérente avec ta gestion du risque pour pas Mm. te faire liquider ta position. Et certains utilisent même en fait ces crédits lombards entre guillemets pour retirer des stablecoins et se dégager un revenu sans même vendre leur Bitcoin. Mm. Puisque les Bitcoins déposés, Bitcoin ou Ether et crypto d'autres projets génèrent eux-mêmes des intérêts sur Mm. ces plateformes. C'est ça. Donc parfois, tu peux mettre un bien, un actif en garantie qui génère des revenus, puis emprunter en le mettant en garantie, Oui. et après avoir des autres actifs sur lesquels tu peux régénérer des revenus. Et voilà, ça peut faire un truc un peu magique. Ok, donc ça, en fait, c'est vraiment à l'heure actuelle à la fois le côté un peu entre guillemets survivaliste de la crypto, c'est-à-dire que déjà, bah, t'es sûr qu'un État il va pas te siphonner tout ton compte si jamais. Voilà, aujourd'hui on a vu que il y a eu un fauteuil pour le président du Sénat qui a été acheté à 40 000 euros hors taxe. Donc si les 577 députés, je sais pas combien, les 300 sénateurs, je sais pas combien ils sont, ils s'achètent tous ces fauteuils et qu'il n'y a plus d'argent et que du coup ils doivent se servir sur tes comptes, et ben il te restera ouais tes cryptos. Et donc ça c'est un des côtés. Voilà, après chacun met le curseur où il veut, bien sûr, hein, dans sa vie. Moi j'ai essayé, pour être transparent, j'ai des cryptos pour ça. J'ai aussi des comptes dans plusieurs pays, hein, parce que et aussi dans plusieurs monnaies, parce que malheureusement bah l'Europe, c'est pas que je suis complètement et comment on va dire collapso, enfin en disant que tout va s'effondrer. Mais je me dis qu'il y a quand même une probabilité que peut-être qu'il y ait d'autres endroits qui s'en sortent mieux. Et voilà, qu'en tout cas, avoir des biens un peu partout, quand on a déjà suffisamment gagné, bah, c'est peut-être un bon moyen, ça peut nous sauver. Et puis après, bah, il y a tout l'aspect justement générer des revenus. Donc tu l'as dit, nous on a montré comment tu générais jusqu'à 14% d'intérêt. Tu as aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que tu peux avoir pas mal de cashback avec les cryptos vu que c'est un monde un peu nouveau. Tu peux avoir des cashbacks qui sont assez intéressants. Parfois c'est jusqu'à 3, 4%, 5% de tout ce que tu dépenses en carte bancaire qui va dans des cryptos. Et donc, tu peux à la fois mettre en garantie. En fait, on a un peu tout, entre guillemets, la crypto a rien inventé ou quasiment rien dans le Mhm. sens, en fait, c'est juste qu'on a accès à tous les produits financiers, que ce soit des banques privées, que si toi-même tu étais, entre guillemets, trader ou voilà, que tu avais des conseils financiers 5 étoiles. Sauf que ça, avec la crypto, tout existe et on a accès à tout. Après, voilà, à nos risques et périls, c'est vraiment la responsabilité, hein, la crypto. Euh, et après, il y a deux points encore que je voulais voir avec toi. C'est trois points. Déjà, peut-être on va faire un point sur la fiscalité. C'est ce qui intéresse tout le monde. On a aussi un module dédié, mais en gros, est-ce que tu peux me confirmer que tant que, en fait, les gains crypto, tant qu'ils restent en crypto, ils sont pas taxés?
tout cas, c'est ça Oui, dans la c'est plupart ça. des pays. Donc, tant que les gains Exact. crypto restent en crypto, ils sont pas taxés. Et après, pour déclarer, au final, en France, à l'heure actuelle, c'est à peu près quand même, ben, les gains, ils sont taxés à la flat tax. Et puis c'est un peu, malheureusement, ce qu'on a de mieux, hein. Enfin, en France, je pense que tout le monde signerait pour payer que 30% d'impôts sur l'argent qu'il gagne, parce qu'on est plutôt à pas loin de 100%, hein, quand tu mets tout bout à bout entre, entre les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu. Voilà, aujourd'hui, quand tu gagnes 1000, tu donnes 1000. Là, bah voilà, au final, pour l'instant, on donne que 300 et aussi on le donne quand on veut. Et plus, bon, il y a des pays qui sont beaucoup plus crypto-friendly où là, c'est carrément 0%. Ouais, il me Euh, semblait que le Portugal avait ouais, des le arrangements. Portugal, l'Allemagne, je crois, ils ont eu. On a mis la liste, hein, Suivant une dans. certaine détention, Ouais, voilà. faut Selon garder des les durées actifs de en sorte. détention, Ouais. et puis il y a des, oui, on l'a pas dit, mais bien sûr il y a des pays dans lesquels tu peux acheter, notamment à Dubaï, je sais, en partie en crypto des appartements, etc. Tu peux aussi acheter des montres, hein, je sais, des montres de luxe en crypto. Voilà, il y a tout l'aspect, on va dire legit quoi, comme on l'a dit, faire les virements et tout Mhm. entre nous. Après, il y a l'aspect, ben voilà, aussi ça dépend des pays. C'est pas du tout illégal d'acheter un appartement en Bitcoin à Dubaï. Et après, il y a des aspects un peu plus gris. Voilà, genre acheter des montres de luxe en crypto, ça peut. On m'avait déjà donné des adresses, alors après, je j'ai pas utilisé, mais une sorte de concierge, en fait, tu lui dis ce que tu as envie qu'il t'achète, et tu rajoutes un pourcentage, Hmm, et il le fait. Après, hmm, je sais pas comment il transfère ton argent dans le monde ouais, bancaire, mais c'est sûr que s'il y a un contrôle fiscal, et ça va clignoter dans tous les hmm. sens, ils vont se dire, mais comment il a un salaire médian, mais il roule en GT3 RS, ça va pas, non? Ça va pas aller. Ok. Et après, bah, est-ce que tu peux nous dire peut-être, il y a un aspect qui intéresse beaucoup de gens, c'est les projets crypto. Euh, Comment on peut savoir est-ce que c'est un scam ou non? Bien sûr, je pense que le point, et puis on le dit dans la formation aussi, faut juste se dire que quand même à la base, c'est comme un peu en bourse. Quand ça monte, tout monte. Quand ça baisse, tout baisse. Donc voilà, il n'y a pas. C'est faut voir qu'il y a un côté tendance, donc que là en fait le but quand on investit en crypto, c'est qu'on essaye de prendre cette tendance justement pour pas bah, pour en profiter hein, quand ça monte. Et après bon bah l'idée c'est de pas perdre sa crypto, donc il y a deux possibilités de perdre sa crypto. La première c'est investir sur des mauvais projets, et après la deuxième c'est tout simplement se protéger de soit une plateforme qui, on verra ça après, une plateforme qui coule ou ben d'un hack, parce que bah tu vois par exemple j'ai eu Paco sur le podcast de Noël, il disait que c'était fait hacker je sais plus 50 000 enfin même peut-être enfin plusieurs dizaines de milliers d'euros, je me demande si c'était pas des centaines de milliers d'euros. Donc peut-être le l'aspect scam, est-ce qu'il y a des gros, alors on va pas aller dans le détail, mais est-ce qu'il y a des gros indicateurs de trucs qui disent bon bah Ah bah là faut pas aller. c'est simple, hein. Je veux dire, une grande partie des investisseurs crypto utilisent Telegram, et si quelqu'un vous contacte sur Telegram, 99,9% de chances que ce soit pour un scam, parce que la discussion tourne un peu dans tous les sens, et on vous propose des services ou d'investir avec des rendements pas croyables. Forcément, là, c'est louche. Après, je dirais aussi, c'est la majeure partie dans tout ce qui est shitcoin, donc les projets où il n'y a pas vraiment dénudé de sens, avec des mêmes coins je sais pas, il y avait un moment, cet écureuil qui avait été saisi Le par squirrel. les autorités américaines, ouais, et il y a eu combien, peut-être 1000 et un projets justement à son sujet. Donc voilà, on se doute bien que ceux qui créent, c'est par pur intérêt spéculatif. Et j'avais analysé avec un ami, on voyait le cours qui montait de manière tellement régulière. Donc et un jour,
toute la liquidité est partie. Donc malheureusement, certains ont dû se dire, allez, je mets 100 à tout hasard. Et c'est vrai qu'avec toute la publicité que le projet a eu, c'était pas Squirrel, mais c'était un autre, peu importe. Et ben, le créateur est parti avec la caisse. Donc Mm. ça c'est dommage. Euh, je dirais aussi, donc ça c'est pour moi un peu les côtés très évidents. D'autres, il y a des projets où malheureusement il peut y avoir des erreurs dans le code, des bugs et donc qu'ils ont été mis de manière, euh, je veux dire volontaire, donc pour se tirer l'argent, ou alors involontaire. Et là, tout le monde peut perdre en fait ce qu'il a mis dans le projet. Donc ça, c'est plus sur les projets qui sont décentralisés. Maintenant, toi, tu voulais avant parler d'un exchange, enfin, l'exemple Mm. par exemple de FTX, où Mm. là, Donc le c'était deuxième donc plus gros exchange du ouais, monde qui a craché. et il était encensé dans la presse, il y avait des articles sur le fondateur partout, c'était le nouveau Warren Buffett de la crypto, peu importe. Mm. Et du jour au lendemain, voilà, tous les articles pour justement le casser, montrer que les cryptos c'est pas bien, ils étaient là. Donc là aussi, on voit un peu le côté manipulation des masses avec les médias. Donc vraiment pour avoir l'économie de l'attention avec des articles qui font peur, qui attirent. Euh, Penser aussi dans tout ce qui est projet, un peu faire la due diligence, voir quels sont les fondateurs, qui a investi en fait Mm. dans ces projets, parce que de plus en plus maintenant d'institutions investissent dans les cryptos. Et on peut voir sur les pages des ventures capitalistes dans quel projet crypto ils ont investi. Certains ont un track record qui ferait rêver de plus d'un. Et donc, quand on voit justement que certains projets ont une certaine notoriété, après, ça peut valider certains points de votre checklist. Mm. Toujours s'assurer qu'on visite le bon navigateur. Comme Thibaut a dit, on respecte les règles de sécurité sur nos équipements pour pas se faire usurper son identité, ne pas télécharger des extensions malveillantes qui permettraient justement Mm. à un pirate de récupérer vos mots de passe, etc. Enfin, Yes. Si je dois résumer, du coup, c'est un peu comme dans tout dans la vie. Déjà, l'équipe, ben, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture. Regarde, regarde un peu la tête du vendeur. Donc, l'équipe qui sait d'où ils sortent, le track record qu'ils ont, depuis quand le projet existe, qui a investi dessus, qui te conseille ça. Parce que parfois, on me dit, mais en gros, c'est vraiment Tata Jacqueline, quoi, ou la coiffeuse, ou le taxi, ou je sais pas, qui dit, ouais, tu devrais investir là-dessus. Donc voilà, posez-vous toujours la question. Dans l'investissement boursier, on le dit, je le répète dans ma formation, là on n'est pas là pour parler de ça, mais l'allocation d'actifs, c'est plus important dans la performance d'un portefeuille que dans quelle action t'as investi. Donc le fait de savoir combien tu mets dans quoi, c'est plus important que si tu as acheté du Apple ou du Microsoft. Ça, c'est pas ça qui te fait la performance d'un portefeuille. La performance d'un portefeuille, c'est plutôt combien tu as acheté d'actions, à la limite dans quel secteur, de quel pays. Ça, c'est plus important que est-ce que je dois acheter du Apple, du Microsoft, du Uber ou du Meta. Et bah là, c'est un peu pareil. Allocation d'actifs, toi, tu l'as dit, tu as ton super projet. Alors, c'est sûr que maintenant, si on refait le film, tu as émis 1500 euros, après, tu en as vendu une bonne partie, c'est devenu 300 000. Mais voilà, c'est la bonne gestion d'actifs à avoir. Mm. Ouais. Quand déjà ton investissement il est rentabilisé, tu en sors une partie. Et puis après, tu prends tes gains. La plupart des gens qui perdent vraiment des milliers, des centaines de milliers, et puis Paco, il l'a dit dans l'épisode, c'est qu'en fait, ils sont trop cupides et en fait, ils sortent trop tard, voire ils sortent jamais. À un moment, dans le cycle précédent, il y a eu le Shiba. T'as des gens, ils avaient genre 950 000 euros au dollar. Ils avaient mis, je sais pas, 1000 ou 10 000 dollars à la base. Et ils disaient, non, mais j'attends le million. Bah non, t'attends pas. Enfin, en Mm. tout cas, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut pas attendre le million
quand tu as mis 10 000 $, que tu gagnes 40 000 € par an et que ça vaut déjà 900 000. Après, Ouais. c'est toujours, Mais là, voilà. il y a eu un peu une hype similaire. Donc, je suivais parce qu'au final, crypto Nasdaq, je dis, c'est corrélé Hmm. Ah, à bien sûr. Ouais. 200%. Hein. Et là récemment, donc c'était sur tous les projets quantiques, d'ordinateurs quantiques. Il y avait aussi une question dans le groupe Telegram. On y Hmm. reviendra après. Mais pareil, la performance était à plus de 1000% enfin depuis le plus bas sur les 2 ou 3 ans. Hmm. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on regarde le graphe, c'est une parabole pas possible. Et justement, tu regardes les commentaires sur les groupes. Après, est-ce que c'est des commentaires ou des ordinateurs qui permettent en fait de manipuler un peu l'opinion? Les gens s'attendaient avec des cibles de prix complètement démesurées et oublient Hmm. de prendre des profits. Donc, C'est pas faut parce vraiment que ça a voir. déjà fait fois 1000 que ça va refaire fois 1000. Hein. Je pense que Ouais. Et c'est puis, une puis vraie. c'est pas forcément en ligne droite, ça peut les Hmm. refaire, hein, mais Hmm. je veux dire, à un moment, prendre des profits, c'est ça. Hein. On lit souvent, personne a perdu de l'argent en prenant des profits. Alors c'est sûr Hmm. que on est, je veux dire, surexposé à l'information et que c'est presque plus dur de d'avoir une perte que d'avoir un gain. Donc, on a l'impression de perdre de l'argent quand on fait pas de profit. Hein. Moi, le premier, je me suis fait avoir sur d'autres projets crypto où voilà, j'ai cherché à avoir la performance à tout prix sur des projets peut-être plus éphémères ou moins qualitatifs que Chainlink, forcément. Et ben voilà, donc on peut pas avoir un taux de réussite à 100, à 100%. Hein. Hmm. C'est pas humain. Yes. Voilà. Ok, bah écoute, je pense. Et du coup, pour les plateformes qui crachent, donc en fait, la solution, bon, on vous la détaille aussi. On a un module en fait, ça s'appelle investir et générer des revenus passifs et les sécuriser en crypto en 60 minutes. Donc on vous explique en 60 minutes vraiment comment acheter vos premières cryptos, générer des revenus passifs comme tu le montres sur tes revenus à 14% et aussi bah, la manière de sécuriser. Et donc, il y a des solutions. Les solutions qui sont, donc, tu peux sortir des exchanges, tu peux avoir ce qu'on appelle un cold wallet, c'est vraiment la sécurité, en tout cas, aujourd'hui, la plus importante. Et donc, il y a des solutions, voilà, se faire hacker, c'est pas non plus un truc inéluctable. Donc, Mhm. tout comme le crash, bon, ben voilà, il y a eu le gros crash de FTX. C'est pareil, si vous vendiez votre société à 20 millions d'euros, ce serait pas malin de tout laisser sur le compte du Crédit Agricole enfin d'une seule banque quoi. L'idée, ce serait un peu de splitter les montants. Les Donc montants. Mhm. voilà, toujours diversifier le risque dans tout ce qu'on fait. Voilà. En tout cas, c'est un conseil que moi j'essaye d'appliquer. Vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Il y avait une petite question, mais c'est un peu technique, mais sur ouais qu'on avait eu sur Telegram sur l'arrivée de l'ordinateur quantique. Est-ce que on va essayer de répondre vite hein, sans aller trop dans le détail. Donc vous le savez, il y a Ouais, des alors j'ai ordinateurs vu. quantiques qu'on en parle depuis longtemps, qui peuvent résoudre des problèmes. En fait, les bitcoins sont liés à une blockchain. La blockchain, pour marcher, en fait, on résout des équations qui sont très difficiles à résoudre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des cartes graphiques super puissantes qui peuvent vous chauffer vos Airbnb. Et en fait, l'ordinateur quantique, pour certains cas précis, voilà, il dépasse d'une façon plus qu'exponentielle les performances des ordinateurs classiques. Pour ceux qui savent pas, la Silicon Valley, silicone, c'est le silicium hein, des circuits imprimés. C'est pas ce qui fait les fortunes sur OnlyFans. Donc, l'ordinateur quantique, ça fonctionne un peu différemment des ordinateurs au silicium. Et donc, oui, on en parle de temps en temps que ça pourrait casser la blockchain. Est-ce que t'as un point à dire là-dessus? Ouais, là justement, il y a eu des annonces qui ont été faites. Alors après, vrai ou pas, du PDG donc de Nvidia et de Meta Facebook.
où ils disent que on est encore loin justement d'une application concrète et on serait plutôt au mieux proche de 10 à 30 ans. Alors après, voilà, ça c'est des prévisions. Maintenant de ce que j'ai lu, donc on pourra toujours mettre les sources dans la description du podcast. C'est pas parce que on a apparemment donc une clé privée qui est générée avec un ensemble de 24 mots qu'on utilise un ordinateur quantique que l'on va craquer ce mot en générant toutes les possibilités qui existent. Donc l'idée en fait c'est à chaque fois de générer selon moi le nombre maximum de mots pour réaliser cette clé privée avec le logiciel ou l'appareil dédié et de rajouter un mot supplémentaire que vous seul êtes en mesure de générer. Et si possible, je dirais même plus un mot qui n'est pas présent dans le dictionnaire. Comme ça, voilà, la probabilité qu'il se fasse casser est de tout de suite beaucoup plus faible. Et j'ai plus en tête à l'université, on me disait un mot de passe d'une certaine complexité. Ça revenait en fait euh, Genre à 5 milliards d'années de... ouais, en fait, on pouvait vider l'océan avec un dé à coudre, on allait plus vite que de le Ouais, trouver, en fait, avec ouais. la capacité de calcul actuelle. Donc, même, je veux dire, si on a les ordinateurs quantiques avec ce qu'on est capable de faire, on n'est pas en mesure apparemment avec l'avancement actuel parce que il y a des erreurs dans le traitement, etc., Mm. de les casser. Et quand bien même, si on est en mesure de casser ça, je pense que il y aura tout le secteur bancaire qui sera mis à mal Bien avant. Ouais. oui voilà, on aura d'autres problèmes peut-être À même gérer, voilà, voilà les codes des nucléaires. armes et tout ça, que... Ouais exactement. Potentiellement, hein, on peut plutôt avoir tout ce qui n'est pas que... bien isolé là, c'est bah, fini. Tout le mm. chiffrement sera remis Et en oui, question. voilà. Donc ouais. C'est pas la priorité. Ok, bah écoutez, si vous voulez nous rejoindre, on a un prix de lancement pendant 2 semaines, donc l'épisode il sort. Pourquoi on le sort maintenant? Parce que les cours ont énormément monté. Alors bien sûr, on n'a pas le journal du lendemain. Les cours avaient énormément augmenté après l'élection de Donald Trump. Là, il y a son investiture qui est imminente. Il y a notamment à la SEC, donc à l'autorité, non, à la Fed, je crois que c'est à la Fed, Mhm. la banque fédérale américaine. Il a désigné un crypto-friendly, quoi, enfin quelqu'un qui est vraiment pro-crypto. Donc peut-être que ça aura un impact. Après, c'est toujours pareil, sell the news, tu Oui, sais, by the exactement. rumor, sell the news. On verra bien les aspects, mais en tout cas, vous avez tout. Donc en 1 heure, vous pouvez, j'avais déjà fait la même chose sur la bourse, qu'en 1 heure, on peut investir en bourse. Et après, pendant 6 7 heures, je détaille comment on analyse une action, comment la fiscalité sur la bourse, etc. Là, on a fait le même principe en 1 heure. Donc, il y a un module qui est indépendant. Où vous pouvez vraiment acheter vos premières cryptos, les transférer, les sortir même des exchanges si vous voulez générer des revenus passifs à 14%. Et après, on a passé du temps, hein, 5 6 heures, je pense. Au moins, on explique la fiscalité plus en détail, comment on analyse les projets, comment on vérifie si c'est des scams, donc des arnaques ou non. En tout cas, comment s'en prémunir au mieux, comment ça fonctionne concrètement. Justement, la blockchain, on dit aussi sur quelle plateforme c'est le mieux selon nous, les plateformes les plus sûres. Oui, d'autres Et outils aussi pour vérifier les projets, mm, où se trouve la liquidité pour voilà. investir en somme. Yes. On est vraiment allé du débutant à quelqu'un de très avancé et aussi et je pense que c'est utile et c'est aussi pour ça que j'ai fait la formation. Je t'ai proposé de faire ça, qu'on fasse ça ensemble. On fera des lives, des lives réguliers où vous pourrez poser toutes vos questions, notamment alors si c'est des questions basiques à moi et puis si c'est des questions plus avancées à Sam, vous pouvez aller sur grosbier.com/crypto. On a mis plein de preuves voilà, des virements que ça m'a fait en centaines de milliers de dollars. Enfin, on peut voir où on a reçu des bitcoins. J'en ai reçu, j'avais un bitcoin, 2 bitcoins. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est quand même des montants qui sont significatifs. Grosbier.com/crypto. Pendant 2 semaines, profitez du prix
de lancement. Et vous avez toujours, bien sûr, une garantie si vous n'êtes pas satisfait. Mais on a proposé la formation en avant-première à certaines personnes et elles étaient ravies. On est bon, Sam? Ah bien, merci Thibaut. Yes. Et ben du coup, et puis on a hâte de vous voir dans les lives. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Et voilà, vous avez vu l'expertise de Sam, les gains qu'il est possible de faire en crypto. Donc, je vous rappelle, en fait, on a une offre de lancement pendant 2 semaines. Donc, vous n'avez pas besoin de code promo ou quoi que ce soit. Le prix va augmenter mathématiquement d'ici 2 semaines. Donc, vous allez sur mon site grosbillet.com/crypto. J'ai plein d'avis sur toutes mes formations. Les gens, ils sont ravis. Mais si vous changez d'avis, de toute façon, vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Vous m'écrivez juste un email. Désolé, je voudrais que tu me rembourses et je vous rembourse sur le champ. Grosbillet.com/crypto, le prix augmentera dans 2 semaines. Donc l'épisode il sort le 15 janvier. Donc à partir du 29 janvier, ce sera trop tard. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à écouter notamment mon épisode de début d'année, tout défoncer en 2025. Voilà, c'est l'année peut-être où tout va changer pour vous. C'est tout ce que je le souhaite. Donc tout défoncer en 2025, foncez écouter l'épisode. Et sinon sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti plein de vidéos depuis le début de l'année. Je pense que j'en ai sorti 7, notamment sur ne rien oublier quand on achète un bien immobilier, sur 21% de rendement sur des actions. Je vous ai fait aussi le top 7 des meilleures actions à acheter et plein d'autres super contenus d'IA. Donc, si vous voulez aller YouTube sur ma chaîne Bye Bye Patron, donc vous faites youtube.com/bye bye patron avec un underscore entre les deux, ou sinon vous tapez juste top 7 Bye Bye Patron sur YouTube. Vous allez trouver ma vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.